Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des raisons du pourquoi vous ne trouvez pas de job en informatique. Ça, c'est un retour avec tous les échanges que j'ai avec les personnes que j'accompagne, avec qui j'ai discuté, avec ce que j'observe, des échanges que j'ai, même si ces personnes ne les accompagnent pas forcément. Et donc là, en fait, on va faire un gros point de tout ce que j'ai remarqué. Je vais vous donner des pistes pour trouver, déjà cibler vos problématiques, parce qu'il faut d'abord cibler le problème pour pouvoir trouver des solutions et vous proposer des solutions. Vous vous doutez bien que dans une vidéo de 20-30 minutes, c'est compliqué de corriger cette situation qui serait de trouver un job, mais je vous donne plein de pistes. Après, si vous voulez aller plus loin, vous me contactez et si vous êtes vraiment motivé, vous me contactez et on voit si on peut travailler ensemble pour trouver une solution. Donc on est parti tout de suite. Donc là, j'ai fait un mind map. L'idée de ce mind map, il est très gros. C'est pas de vous donner des solutions parfaites, c'est de vous donner des pistes. Et on va en discuter. C'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. C'est pour pouvoir dire à l'oral un peu ce que j'ai en tête derrière chaque point. Ok. Donc si on commence par l'introduction, comme je vous le dis, en règle générale, tout le monde dit que le marché est bouché, blablabla, que c'est la fin du monde, d'IA, tout ce qu'on veut. Vous trouvez n'importe quel argument pour ça. Je dis pas que non plus c'est super facile et que au claque des doigts on trouve un job. Mais pour ma part, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a toujours été, en fait, finalement, trouver un job, notamment quand on débute, ou voilà, quand on n'est pas habitué à chercher un job, quand ça nous tombe dessus du jour au lendemain, même si je trouve ça pas assez normal, euh, et ben c'est compliqué. Mais pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'étonnant. Je pense que dans n'importe quel domaine, n'importe quel boulot, trouver un job, c'est pas simple. Ok, j'ai jamais entendu quelqu'un autour de moi, en tout cas, voilà, moi j'ai 35 ans maintenant, qui a trouvé un job, peu importe le domaine, et on est venu le chercher chez lui. Ok, c'est du boulot, ça se fait, et ceux qui font le boulot, en fait, c'est quelque chose de normal pour eux de chercher un travail de cette manière-là. Après, il y en a qui n'ont pas de chance non plus. Je dis pas que la majorité d'entre vous, vous faites rien. Mais c'est impossible, de mon point de vue, si on suit tout ça, tout ce que je vais vous dire là, si vous tenez compte de ces sujets-là, de ces problématiques, que vous vous retrouvez dans certaines problématiques et que vous essayez d'apporter des solutions à ça, c'est impossible de ne pas trouver un job en 6 mois. C'est pas possible en fait. Concrètement, c'est juste, il faut aller le chercher. Après, vous pouvez ne pas avoir de chance, ça c'est quelque chose, mais ça, on ne peut pas miser là-dessus. Mais globalement, c'est pas possible. Pour moi, le marché, il n'est pas bouché. Je vois des personnes qui trouvent des jobs tous les jours en IT, je vois des demandes tous les jours en IT, peu importe que ce soit sur Facebook pardon, sur LinkedIn, que ce soit sur Reddit, que ce soit des développeurs, que ce soit des sysadmins, je vois tous les jours des mecs qui disent ouais j'ai trouvé une mission, c'est trop bien, je suis bien payé, blablabla. Donc il y en a. Après, comment on fait pour les avoir? Il n'y a pas de magie, parce qu'à chaque fois je vois ces questions-là aussi, ces réponses-là, sur les Reddit notamment, c'est comment tu fais pour trouver ces missions? Comment tu fais? Bah tu cherches, en fait. Tu cherches, tu apprends, tu développes, tu contactes des gens. Et ça c'est bon, je ne peux pas m'écarter, on va en discuter. Alors le marché, est-ce qu'il est bouché? Pour moi non. La réalité, en règle générale, c'est qu'il y a un manque de stratégie et d'évolution dans votre carrière, pour ceux qui ne sont pas débutants, qui fait que vous pensez que le marché est bouché. Et surtout les réseaux sociaux qui fait que bah, voilà, dès qu'il y a une nouvelle news qui sort, ouais, c'est la fin du monde pour l'IT en ce moment. Ok. On en reparle d'ici 6 mois ou un an, 12 ans, on vous dira que c'est l'Eldorado. C'est toujours pareil, tout est cyclique et des fois en fait c'est en tendance et des fois c'est moins en tendance. Voilà, c'est toujours pareil. Ensuite, l'objectif de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est d'identifier les blocages et de reprendre le contrôle sur le fait de trouver un job. Donc la première chose, et ça c'est dans voilà, dans l'accompagnement que je fais avec les personnes quand j'échange avec eux, c'est de déterminer leur positionnement. Beaucoup de personnes, même la majorité des gens, quand je leur pose des questions, ok, pourquoi tu travailles dans l'informatique, qu'est-ce que tu veux? Je cherche un job en informatique. Ok, tu fais quoi? Je suis développeur. Développeur quoi? Développeur web. Ok, quel stack? En fait, juste le fait que quand je pose les questions, je ne parle pas à tout le monde, mais pour la majorité, vous ne savez même pas présenter ce que vous cherchez, c'est que vous ne savez même pas ce que vous voulez. Donc à partir de là, si vous ne savez pas ce que vous voulez, tout ce qui va en découler, c'est-à-dire votre recherche d'emploi, ça veut dire j'envoie mes CV à qui, ce que je dis dans mes CV, ce que je vais dire si j'arrive à trouver un entretien, parce que pour trouver un entretien quand on ne sait pas se positionner, c'est compliqué. Parce que ça se sent en fait dans le CV, ça se sent juste au téléphone. Euh, Quand vous arrivez à l'entretien, vous dites n'importe quoi. Et bref, en fait, juste en partant du fait que vous avez aucune clarté dans ce que euh, vous voulez en fait, et vous ne voulez pas, parce que vous n'êtes pas obligé de savoir exactement ce que vous voulez, parce qu'il faut avoir aussi une marge de manœuvre. Mais vous devez déterminer des points importants et des points qui, eux, voilà, peuvent être acceptables, des contraintes, accepter certaines choses et d'autres non. Mais vous devez avoir un positionnement en fait clair. Le but du positionnement clair, c'est pas que forcément vous allez trouver du premier coup,
c'est que vous savez ce que vous allez construire, ce qu'on va voir après. Ok. Là, dans le manque de clarté, j'ai marqué profil trop vague, absence de spécialisation. Oui, c'est des choses assez globales, vous pouvez entendre ça partout, mais c'est réel, c'est une réalité. Ok. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans ce point-là, parce que vous connaissez plein de technologies, que sur votre CV, vous marquez du C, C++, Python, JavaScript, enfin, vous mettez tous les technos que vous connaissez, je parle pour les devs en règle générale. Bref, le manque de clarté, ça impacte tout le reste. Ça impacte le CV, votre discours, etc. Et simplement même votre réseau personnel, c'est-à-dire que quand vous parlez avec les gens, on ne sait pas ce que vous faites en fait. On ne sait pas. Parce que vous ne savez pas tout simplement ce que vous voulez. Et donc ça, c'est un problème et il faut travailler dessus. Comment on fait? Bah, c'est simple. Encore une fois, on va travailler sur un rôle précis qu'on vise. Parce qu'on a certaines compétences, pas parce que juste on en a envie. Parce que c'est accessible, ok? Parce qu'il y a des choses que vous voulez travailler, que vous voulez étudier, il y a des choses que vous êtes capable de faire, des choses peut-être un peu moins, mais vous devez définir un rôle précis dans une équipe, une stack des technologies. Alors une stack, je parle des devs par exemple, mais si on parle de sysadmin ou d'autres profils dans l'informatique, une stack de technologie assez précise. Et quand je dis une stack, c'est pas une liste de courses. Je sais très bien que dans les offres d'emploi, on vous balance il faut connaître 8000 technos, tous les trucs de CI/CD, toutes les technos système, Windows, Linux, backend, frontend, il faut tout connaître. Ok. Mais en règle générale, dans un titre de poste, ça, on balance ça un peu à l'arrache. Enfin, les recruteurs balancent ça un peu à l'arrache. Globalement, en règle générale, sur un titre de poste, c'est pour ça qu'il faut se baser sur le titre du poste. Il y a deux, trois compétences qui sont fondamentales où vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous faites de la data, vous ne faites pas de SQL, vous ne faites pas, je sais pas, de back-end, c'est compliqué en fait. Voilà, si vous êtes développeur JavaScript front-end, postuler à un poste de data engineer par exemple, c'est compliqué. D'accord. Il y a des stacks, sysadmin c'est pareil. Si vous cherchez un poste de sysadmin Linux et que vous avez fait que du Windows, vous n'avez jamais fait de Linux pardon, compliqué. Donc il y a deux, trois compétences toujours qui sont les socles, et là-dessus, vous devez vous baser là-dessus pour commencer à candidater et définir votre profil et après monter en compétence sur les autres choses pour étoffer un peu votre profil. Mais de base, il y a un socle de technologie qu'il faut apprendre et ça, il faut les définir en regardant les offres d'emploi. D'accord. Pas en vous sortant de votre tête, pas en regardant les programmes de formation, de reconversion ou autre, où pareil, vous avez une liste de technologies que vous voyez en 6 mois alors que vous n'en maîtrisez aucune. Non. Là, ce que vous devez faire, c'est définir par rapport à l'offre d'emploi ce qu'il faut. Ça, voilà, avec les personnes que j'accompagne, c'est ce qu'on fait. C'est la première chose que je fais parce que sinon on peut rien faire après. Et les gens, beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas au début quand je fais ça avec eux, parce qu'ils prennent ça à la légère, alors que c'est fondamental. C'est totalement lié en fait avec la suite, qui est ce qu'on va voir maintenant, qui est la roadmap. Donc si je passe à la roadmap, à partir du moment où on a défini son positionnement, qu'on a choisi ce qu'on va target, ce qu'on va cibler comme offre d'emploi, parce que le marché est en demande, parce que on connaît à peu près ces technologies-là, parce qu'on a envie de faire ça, parce que notre mobilité géographique nous le permet, ça on va discuter juste après. Bref, par rapport à plein de points, eh ben, on va aller commencer à définir une roadmap. Ok, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Est-ce que je vais apprendre plein de technologies? Accumulation de technologies. Ça, c'est l'apprentissage désorganisé. Je vais faire un job et globalement, ce que font les gens, c'est qu'ils vont apprendre toutes les technos possibles autour de ça. Ça s'arrête à là. Et encore, ils ne le maîtrisent pas, mais voilà, ils font un cours, deux cours sur Udemy, sur Internet, sur Open Classroom, n'importe quelle plateforme. Ils font des formations, ils font 50 formations, ils font une formation technicité SSR, puis après une formation AIS, puis après une formation cybersécurité, et puis ça fait 3 ans, et puis en fait, ils trouvent pas de job et ils comprennent pas, et après, tu les vois sur LinkedIn en train d'envoyer des posts open to work et je galère. Bah oui, parce qu'en fait, apprendre tout le temps des trucs, ça sert à rien. Ça aussi. C'est pas que ça sert à rien, c'est cool. Mais vous vous cachez derrière l'apprentissage de technologie derrière votre ordinateur. À un moment donné, vous apprenez des trucs pour gagner de l'argent, pour travailler. Donc il faut aller faire des entretiens. Il faut se retrouver comme quelqu'un de nul. Il faut être ridicule. Il faut corriger ça après. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Ça se travaille. Et c'est pas que la partie technologie. Ok. Donc, on continue. Là, je disais apprentissage désorganisé, pas de direction, profil incohérent. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je vous disais juste avant. C'est en lien avec le positionnement. Quand on ne sait pas en fait ce qu'on vise, c'est difficile d'aller le chercher. Donc, l'idée, c'est de se faire un plan. Ok, par rapport à son positionnement, on va se faire un plan. Et on va avoir une vision à plusieurs années. On construit une carrière en informatique. On ne bosse pas pour 6 mois ou 1 an. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ça pour aller chercher ça, pour aller chercher ça. Et quand on y est, on va chercher et on peaufine son plan et on continue. Et là, en fait, on est proactif. Et ça, en fait, ça se sent. D'accord. C'est peut-être un peu profond, mais ça se sent quand vous arrivez en entretien. Ça se voit quand on voit votre CV au fur et à mesure. Au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans, on voit votre parcours. C'est pour ça qu'il y en a, dans leur CV, s'ils ont 10 ans d'expérience en technicien support et qu'ils n'ont pas bougé,
Bah, si vous voulez être administrateur système, bah voilà, on se dit, bon, le mec, ça fait 10 ans qu'il fait du support, il en a pas eu marre dans la même boîte à un moment donné, tu vois, on le sent pas trop. Après, c'est pas problématique, enfin, c'est pas que c'est pas problématique, c'est que c'est pas, comment on dit, voilà, vous n'allez pas être exclu du job à cause de ça forcément, ça va pas être en votre faveur, mais il va falloir savoir raconter ça à l'oral. Ok, donc ça on va en parler après, mais il va falloir adapter votre discours à ce que vous avez fait. Ok, mais globalement ça c'est des points qui peuvent être des points noirs dans vos CV, dans vos discours, dans vos carrières parce que vous êtes resté au même endroit, d'accord? Et maintenant que vous voulez évoluer. Donc, comme je vous le disais, faire un plan stratégique avec des étapes intermédiaires et avoir une cohérence dans tout ce que vous faites. Et même si vous n'en avez pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes parti faire autre chose, c'est pas grave, d'accord? C'est pas le problème. Mais en attendant, quand on fait un CV et qu'on le balance à quelqu'un, on met pas le truc qui a rien à voir, ok? C'est cool, il y en a, ils vous disent oui, il faut le mettre, nanani, ça apporte, oui. C'est possible que ça apporte quelque chose, mais si ça apporte rien, il faut pas le mettre. Et il faut savoir en parler. Il faut savoir le mettre en valeur. En fait, dans un CV, alors on va en parler après, pardon, je m'écarte, il y a tellement de choses à dire, mais on parlera de ça dans le CV après. Ok. Donc, il faut se faire un plan. Pour le moment, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut se positionner et se faire un plan. Ok, pour aller chercher ce qu'on veut, c'est-à-dire trouver un job et monter en compétence pour aller chercher un job peut-être un peu plus étoffé. Ensuite, on va passer au point suivant, le niveau de compétences techniques. Alors, il n'y a pas que les compétences techniques, comme je l'ai mis là-dedans, il y a les compétences techniques, il y a les compétences managériales pour ceux qui ont un peu plus d'expérience. Et là, par exemple, je parlerai de ça juste après, les compétences sociales, qui sont les échanges, comment vous allez vous comporter avec d'autres personnes dans l'entreprise et dans l'équipe. Alors, les compétences techniques, il y a différentes choses à dire. La première, c'est si on est débutant, ça ne sert à rien d'aller apprendre pendant 5 ans. D'accord? Parmi vous, il y en a peut-être qui sont des petits génies et qui vont être capables de tout apprendre et d'être super forts et d'arriver et d'impressionner les gens sur place parce que vous êtes bon. Voilà, vous avez la chance d'être très bon. Ok, c'est cool. Même si vous êtes débutant. Ok. Mais pour le commun des mortels, pour la majorité des gens, quand vous faites 5 ans d'études, quand vous faites une formation de 9 mois, vous voyez 50 technologies, vous allez démarrer en tant que débutant. Ok. Et donc, vous ne pouvez pas, ça c'est mon avis, vous pouvez me dire le contraire si vous voulez, s'il y en a qui ne pensent pas comme moi, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, on débat. Mais vous ne pouvez pas avoir le poste de, de quelqu'un qui a l'expérience et d'ajouter le mot junior à côté et d'aller le chercher. Je parle par exemple du poste d'un DevOps. DevOps junior, même si je sais qu'il y en a dans les offres d'emploi et le marque, ce n'est pas possible. Ok, littéralement, c'est impossible. Je sais pas moi, être CTO junior, ça n'existe pas. Ok, ces postes-là, c'est des postes où on demande de l'expérience. C'est comme si je vous disais entraîneur du Real de Madrid junior. C'est pas possible. Ok, et le mec qui est à côté, qui est son co-entraîneur, c'est pas un débutant non plus. Même si, par exemple, il va être débutant, lui. Lui, on va le considérer comme... Mais ce mec-là, il a 20 ans de football dans les dents, il a fait des études, il est passé des diplômes, etc. Finalement, il a quand même de l'expérience. Donc, dans la partie stack technique, ok, vous devez monter en compétence quand vous êtes débutant, juste assez pour trouver votre premier job, votre première expérience. C'est pour ça que moi je recommande le poste de technicien support dans l'informatique de manière générale pour des gens qui débutent. Parce que c'est accessible, vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de compétences techniques. Et là on va rebondir sur la partie managériale par exemple. Quand vous êtes un débutant et que vous êtes en reconversion, ok, il y a différents profils qui me contactent, donc j'essaie de parler un peu à tout le monde et que vous avez eu un poste avant, je sais pas moi, de manager dans une banque ou je sais pas, moi, vous avez bossé dans une usine, vous avez géré des équipes dans le bâtiment, je sais pas. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en valeur. Ok, dans votre CV, pas dans votre CV, pardon, dans vos compétences, quand je refais le CV avec les personnes que j'accompagne, il y a une partie compétences qu'on fait, vous pouvez mettre ce genre de compétences. Mais faut pas dire juste le nom de la compétence. Il faut marquer ce que vous avez réalisé avec la compétence. C'est-à-dire, voilà, j'ai géré une équipe de autant de personnes dans ce contexte-là, blablabla. Et vous devez susciter la curiosité. Ce qui fait qu'en fait, à l'oral, si vous arrivez à l'entretien, on vous posera des questions. On vous dira, ok, vous avez marqué ça, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Vous pouvez m'en dire plus. Et c'est là où vous pouvez tout simplement mettre en valeur cette expérience, même si elle n'a rien à voir avec l'informatique, on peut se dire, ok, ah ce mec-là, il a géré deux trois personnes, donc si je le prends en technicien support aujourd'hui, là on a deux trois techniciens support, le mec a 35 ans, il est en reconversion, ok, peut-être d'ici deux trois ans, je pourrais le mettre dans un poste de responsable support, ok, il va pouvoir gérer l'équipe des techniciens support, parce qu'il a déjà fait. Voilà le genre de compétences sociales que vous pouvez développer. Vous avez géré des réunions, vous avez travaillé à l'étranger, des choses comme ça, où
vous avez géré des gens, vous avez eu des compétences sociales que vous avez développées dans d'autres jobs, ok, ou dans vos hobbies ou autres. Là, vous pouvez les mettre en avant. Mais il faut que ça ait un impact dans le job que vous allez avoir et dans l'offre, surtout, à laquelle vous candidatez. C'est pour ça que c'est important de la lire correctement. Pour les autres personnes qui sont un peu plus expérimentées, dans la partie technique, il y a des gens qui font la même techno depuis 20 ans et qui n'ont pas bougé. Et qui, quand ils se retrouvent sur le carreau, ils se disent bah, c'est pas normal, je comprends pas, je trouve pas de boulot, j'ai 20 ans d'expérience. Ouais, mais t'as pas fait de veille technologique, t'as pas approfondi, t'es resté bloqué dans ce que tu faisais avant et tu veux pas faire d'effort en fait. Et le problème, il est là. Ok, c'est que il faut à un moment donné shifter. Même si tu l'as pas fait pendant 20 ans, ça te saoule, ça te fait chier, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas en fait répéter la même chose et te plaindre du fait que le problème est toujours là. Ok. Soit tu level up techniquement sur autre chose, parce que tu en es capable, parce que tu as l'expérience, parce que tout ce que tu as fait avant va te permettre de faire ça rapidement. En 2 3 mois, en règle générale, tu peux apprendre une nouvelle techno et être plus ou moins à l'aise comparé à un débutant, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience pour moi par exemple. Là, je parle plus des devs. Ok. Tu as 20 ans d'XP dans une techno, en programmation, si je te bascule sur un autre langage de programmation ou un autre framework, tu es censé en 2 3 mois, alors 2, je suis peut-être gentil, en 3 4 mois, si tu as des enfants, tu as une famille ou autre, d'être opérationnel sur une autre techno. Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer quand tu vas arriver dans un job. Quand tu vas arriver dans un job, de manière générale, là je parle à tout le monde, tous les profils, débutants, juniors ou autres, chaque fois que tu vas arriver dans un job ou en mission freelance, les 2 3 premiers mois, c'est de l'adaptation. En règle générale, à moins que tu viennes avec une position très forte, où tu es très spécialisé et qu'on va te demander de piloter, en règle générale, tu vas devoir t'adapter les 2 3 premiers mois. Voilà, tu vas devoir t'adapter aux technologies qu'il y a, lire les documentations, parler avec les autres, bien t'entendre et monter en compétence. C'est les plus durs. Pour moi, dans mon expérience, c'est là où c'est le plus dur, c'est quand tu arrives en mission les 2 3 premiers mois et que bah, il faut trouver sa place, quoi, que ce soit sur la partie techno ou socialement. Ok. Et après, bah, au bout de 3 4 mois, 80% du job, tu sais le faire. Et bah, c'est ça que tu dois viser en fait. Parce qu'il ne faut pas que tu sois un boulet, etc. Et qu'on veuille te bouger, tu vois. Donc, tu es obligé en fait d'arriver dans ce côté où tu vas devoir apprendre de nouvelles choses. Tu dois approfondir des sujets. Si aujourd'hui tu es en taf, tu as 35 ans et que tu te dis bah, d'ici 2 3 ans je vais changer de job. Parce que ça, on en revient à la partie roadmap. Si tu es en poste aujourd'hui et que tu n'as pas besoin de ce que je te dis là, bah, l'idée c'est que tu l'as anticipé ça. Ok. C'est-à-dire que là, quand tu y es, tu sais pourquoi tu y es dans le job où tu es. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est ton but, c'est de rentrer de l'argent, c'est de stabiliser parce que tu as une famille, c'est parce que tu prépares un voyage, c'est parce que tu vas acheter une maison. Bref, tu as un plan réel de pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce qui fait que quand tu y es, tu sais pourquoi tu le fais. Donc, les approfondissements, les projets ambitieux, la veille technologique, c'est à toi de définir ce que tu dois faire à ce moment-là. Et moi, là, je ne peux pas vous donner une solution parfaite là-dessus parce que c'est du cas par cas. Et ça dépend de ce que vous voulez et vous devez mettre ça sur la table. Ok. Et globalement, voilà, l'idée, là je vais arriver sur la conséquence plutôt, parce qu'on a encore plusieurs points, c'est de ne pas avoir de profil figé et perte de valeur perçue. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que bah, le fait de ne pas d'être dans la stagnation, de manière générale, de vos compétences globales, vous perdez de la valeur. Et on va parler en termes de réalité, on prend tous de l'âge. Et en fait, si à 20 ans, t'as pas beaucoup de valeur, c'est pas grave. Ok, t'as 20 ans, on s'en fout, la marge de progression elle est énorme. T'as 45 ans, là, c'est grave. Parce qu'en fait, en face de toi, tu as des mecs qui se disent, bon, le mec, il a 45 ans, ça fait 25 ans qu'il fait du dev, et tout ce qu'il sait faire, c'est faire des pages statiques en JavaScript. Euh, tu vois, c'est pas pareil. Tu fais ça à 20, tu prends quelqu'un de 20 ans, tu prends quelqu'un de 40 ans, on va pas te juger de la même manière, en fait. Et c'est une réalité. Encore une fois, j'y peux rien, moi, c'est pas moi, on est tous des êtres humains et on se juge. Après, si tu veux, voilà, si tu penses que c'est pas bien, c'est possible. La réalité, elle est comme ça. Suivant, stratégie de recherche. Ok, alors ça aussi, parce que ça, je fais des entretiens avec des personnes, voilà, même pas des personnes que j'accompagne, hein. Des fois, voilà, je les accompagne pas parce que bah, ça matche pas, ou j'ai l'impression qu'ils sont pas sérieux, etc., que voilà, il n'y a pas assez de détermination, on va dire. Euh, je vois beaucoup de personnes, quand je leur pose des questions basiques, qui m'envoient des messages, hein. Moi, je trouve pas d'alternance, je trouve pas de stage, je trouve pas de job, ça fait autant de temps. Je leur dis, ok, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Ils savent pas me répondre. Ils me disent c'est-à-dire. C'est eux qui me disent c'est-à-dire. Bah moi je sais pas en fait. Si tu me dis que t'as pas trouvé, c'est que tu as cherché. Tu peux pas ne pas trouver quelque chose que tu cherches pas. D'accord? Donc quand je te dis qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, bah, il faut peut-être que je sois un peu plus précis, mais dans vos recherches, qu'est-ce que concrètement, avec des chiffres, avec des axes, des verbes d'action, vous avez réalisé jusqu'à maintenant? Bah, c'est là qu'en fait, bah, dès que j'entends des réponses où je me dis, bah oui, bah, c'est normal, tu ne te trouves pas. Oui, est-ce que tu as envoyé des CV? Non, pas encore.
Ça, je parle pour les personnes qui sont en stage ou qui cherchent des alternances. En fait, si tu cherches pas si tu envoies pas de CV, tu peux pas trouver, hein. Je sais que quand je dis ça, vous êtes étonné, mais moi-même, je suis étonné. Mais c'est réel, hein. Il y a beaucoup de jeunes, moi, j'ai pas encore envoyé de CV. Bah oui, mais tu peux pas trouver. Tu peux pas trouver, c'est pas possible. Ensuite, ceux qui me disent, ouais, j'ai envoyé des CV, je leur dis combien. Et là, d'un coup, je sens que bah, ça leur plaît pas quand je dis combien. Parce que bah, ils vont me dire beaucoup. Oui, déjà, je leur redis, mais combien? Combien exactement? Moi, je veux un chiffre. Et là, ils savent pas. Ok, problème, parce qu'en fait, si tu sais pas combien de CV t'as envoyé, c'est que tu traques pas. Ok, là, on va en parler juste après. Mais l'importance déjà, c'est de candidater énormément. Les gens qui postent, qui candidatent, ils pensent qu'il faut qu'ils envoient 15, 20, 30, 40 CV et que bah ça y est, ils ont fait le taf. Non, non, non. En fait, tu candidates jusqu'à ce que tu as trouvé. Parce que le but, on parle toujours, on se base toujours sur la conséquence. Le but de candidater, c'est de trouver un job. Donc tant que tu n'as pas trouvé de job, tu candidates. Ok. C'est comme tout en fait. Tant que t'as faim, tant que t'as pas trouvé à manger, tu cherches à manger. Et je sais que c'est des choses qui sont évidentes, hein, pour la majorité des gens. Quand je la dis, ça semble... ok, je dis des choses basiques. Mais malheureusement, les gens ne le font pas. Et là, on en revient après. Je pense que j'en parle plus tard. Je parle de la discipline. Mais il faut faire ça de manière récurrente. Donc, il faut arrêter d'improviser. Ok. Quand on cherche un job, quand on cherche une mission, on cherche des clients, il y a plein de choses à faire. Quand on cherche des clients, il faut prospecter, il faut parler avec des gens, il faut poster du contenu sur les réseaux sociaux, il faut avoir des contacts avec des gens, envoyer beaucoup de CV, s'inscrire sur des plateformes. Il faut tout faire. Ok. Quand on est dans une situation où on n'a rien, il faut tout faire. Ensuite, la majorité des gens, ils envoient allez, quelques CV, puis après ils attendent. Voilà. Donc dites-moi si vous faites ça aussi, ce que vous attendez, sans rien faire d'autre. Ok, moi c'est pas possible. Quand vous envoyez vos CV, vous n'avez pas à attendre. Vous envoyez encore des CV. Vous pouvez pas attendre. Vous continuez toujours à envoyer des CV, vous continuez à aller sur LinkedIn. Bref, il y a plein de choses à faire. Je ne peux pas tout expliquer ici parce que ça prend trop de temps. Il y a plein de solutions potentielles et les solutions potentielles vous amènent des cas concrets de solutions. Ok, pas de suivi. Donc, quand je parle de pas de suivi, je parle du tracking. En termes de méthode, alors attendez, je vais parler d'abord du tracking. On envoie des CV, super. Quand on envoie nos CV, il faut les traquer. Ok. Donc, quand je dis les traquer, c'est un tableau, vous prenez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Alors, je sais pas si j'ai mis un point là, j'ai pas mis un point. Non. Si, voilà. Tableau de suivi, date d'envoi, version du CV, relance, statut, analyse des retours. Ça, c'est le minimum. Mais n'importe quelle donnée en plus vous permet d'analyser votre situation et où est-ce que vous en êtes. Et à ce moment-là, vous savez comment corriger le tir. Et c'est très simple en fait. C'est des choses simples, mais que personne ne fait. Parce que c'est chiant en fait. Mais là, par exemple, je fais une vidéo sur YouTube. Quand je fais ma vidéo sur YouTube, je la publie. Quand je la publie, j'ai des stats. Pourquoi ils me remontent des stats? Parce qu'en fait, ça me permet d'améliorer mon contenu, d'améliorer ce que je réalise pour la plateforme. Et les statistiques sont obligatoires. Donc, si vous menez une action dans un sens et que vous ne faites aucun tracking, peu importe. Là, on parle de trouver un job. Mais par exemple, vos finances. Pareil, ça, c'est un module que je pense intégrer dans mon accompagnement, dans le sens où les finances, vous faites tout ça pour gagner de l'argent. Si vous n'avez pas de plan sur vos finances, vous faites comment en fait? Vous n'avez aucun plan. Vous ne savez pas vos dépenses, vous ne savez pas combien vous gagnez, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si vous voulez épargner, pas épargner, investir, je ne sais pas. Vous n'avez aucun plan. S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de résultat. On en revient à ce que je vous dis là, on en revient à l'improvisation. Et l'improvisation, ça mène à des endroits où vous ne savez pas parler. Et ne pas savoir parler de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, on en revient à ce que je vous disais avant, c'est le manque de clarté. Et donc, bah, on en revient, comme je vous dis, tout ça, ça découle de ça, de définir ce que vous voulez et d'aller le chercher. Donc voilà les méthodes, voilà, il faut analyser des offres d'emploi pour candidater, regarder les postes, les compétences demandées, faire une analyse en fait des compétences les plus récurrentes, adapter son CV à chaque poste auquel on envoie son CV, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir, je vais le voir juste après en fait, ça on en parlera après, relance et en faire un volume suffisant. Ok. Et comme je vous le disais, traquer les candidatures. Ok. CV, on passe à la suite. Donc le CV, erreur fréquente. Je regarde les CV. Parce que tout le monde m'envoie son CV. Comme si le CV, c'était simplement juste envoyer du texte et des images et des boutons à quelqu'un et que ça va le faire. Non, ça marche pas comme ça. C'est quoi le but du CV? Je vous pose la question, prenez 2 secondes, c'est quoi le but du CV pour vous? Quand vous faites un CV, c'est quoi? Pour moi, le but du CV, c'est de décrocher des entretiens, point barre. Une formation, c'est d'apprendre des compétences, point barre. Formation plus CV, c'est des briques de ce que vous voulez faire derrière, c'est-à-dire aller chercher un job dans un domaine. C'est certaines pistes, certains outils qui vont vous permettre d'aller chercher ce que vous voulez. Ok. Mais quand on fait un CV, on le fait par rapport à, comme je vous le disais avant, à l'offre d'emploi.
Vous pouvez pas envoyer en fait un CV de développeur Python back-end à une offre de développeur front-end de JavaScript. C'est pas possible. Et si dans votre CV vous marquez 40 technologies différentes et que bah, pour le poste on demande un développeur back-end Rust, bah, en fait vous êtes flou. Ok, vous êtes un profil flou. Pour le recruteur, vous êtes un profil flou. Euh, je prends deux cas. Les deux cas qui vont arriver, c'est que je suis pas technique. 90% des gens, 90% des recruteurs, c'est des personnes qui sont pas techniques. Ok. Ces personnes-là reçoivent le CV, comprennent rien déjà. Techniquement, elles sont à la ramasse. Ok, c'est pas pour les critiquer, c'est pas leur taf, c'est pas leur travail. Faut le comprendre ça. Vous le savez peut-être pas, il y en a qui le savent pas, mais voilà, quand tu as un peu d'XP, tu sais que bah, les recruteurs ils comprennent rien à ce qu'on fait en technologie. C'est pas leur travail. Vous mettez 40 technologies. Lui, on lui a dit, on veut un développeur back-end Python, Django, et puis si il y a un peu de front-end, full stack, ok, ça sera du Vue.js. Bon, ok. Si vous, dans votre CV, vous marquez C, C++, PHP, Java, Python, back-end, Django, tout ça, qu'est-ce qu'il lit, lui, en fait? Il se dit, bah, ok, la Python et Django, c'est cool. Et il en a plein d'autres. Super. Mais là, on parle de quelqu'un qui a un peu d'expérience, hein, pas d'un débutant qui vient d'arriver dans le recrutement et qui voit juste les deux trois trucs et il balance. Mais on va lui dire très rapidement que c'est pas bon. Et il se dit, bah ouais, mais lui, c'est n'importe quoi, c'est un profil généraliste, il est pas bon. En fait, c'est comme quand vous allez au restaurant et que dans le restaurant, on vous propose des burgers, du poisson et, je sais pas moi, des pizzas. Ah non, en fait, quand vous avez toutes ces catégories de ces types d'aliments, vous dites, bon, bah, chef cuistot, il est super méga bon. Bah, s'il serait super méga bon, il serait pas ici dans le coin de ma rue. Ou alors, voilà, c'est la fast-food, c'est du congelé, voilà. Bah là, c'est pareil. On se dit la même chose. Et le deuxième cas, vous tombez sur un profil qui va recevoir votre CV et c'est un profil technique. Ok, lui, il comprend. Bah lui, c'est pire. Moi, je vois un CV. Dans ce CV, je vois administrateur système et je veux, par exemple, je veux un mec qui va gérer mon parc et dans mon parc, je veux qu'il s'occupe de la partie Linux. Ok. Et je vois sur son CV, il me met Linux, ok, et il me marque Windows, Azure, AWS, GCP, voilà, il me met tout ça. Bah, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super, il fait du cloud et tout, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je préfère un mec qui va me marquer Linux, Debian, j'ai déjà utilisé l'outil de ticketing GLPI, je gère des serveurs web avec Nginx, Apache, tous ces trucs-là. Et c'est sage tout ça que quelqu'un qui va me parler du reste. Ok? Donc, on n'envoie pas de CV générique, on envoie un CV ciblé au poste. On en revient au point d'au-dessus, je reviens dessus. Le positionnement, très important. Ok? Liste de compétences sans contexte, ça aussi, quand on fait un CV, les gens mettent des compétences. Ok, compétences, ils mettent toute sa liste de technologies. Super, ça sert à rien. D'accord? Oui, ça match un peu les ATS, c'est cool, les gens sont contents. Et vous pouvez les mettre, mais on les met pas comme ça. On les met en disant ce qu'on a fait avec. Ok? Par exemple, vous avez fait du scripting, vous pouvez marquer script bash, Python, PowerShell. Ok, au lieu de marquer ça, vous marquez réalisation de script en bash, Python et PowerShell. Voilà ce que vous avez fait. C'est peut-être rien, mais vous avez fait des scripts. Qu'est-ce que ça va amener ça en fait? Ça veut dire que la personne qui lit, elle se dit ok, j'ai fait du scripting, il a fait des scripts avec tel et tel langage, donc je vais pouvoir l'interroger là-dessus. C'est comme ça qu'il se dit, c'est comme ça qu'il interprète votre phrase. Quand vous marquez Python, PowerShell, Bash, oui, je peux en déduire que c'est du scripting, ok, mais vous n'avez pas marqué ça. Donc moi, quand je le lis, je me dis juste ouais, il a mis des compétences comme ça. C'est pas pareil en fait. Alors que quand je vais arriver en entretien, je vais vous dire ça, je vais prendre votre CV et je vais vous le dire. Je vais vous dire, ok, j'ai vu que vous avez marqué ça, réalisation de script. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de script que vous avez réalisé? Boum. Et là, on se retrouve dans la réalité. Et donc, c'est pour ça aussi qu'au niveau des CV, il faut être cohérent. Là, on va en parler juste après dans discours en entretien. Alors, j'ai dit quoi? Liste de compétences en contexte, pas orienté besoin entreprise. Ouais, ça aussi. Quand vous faites un CV, vous faites un CV en essayant d'interpréter le besoin de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on cherche un administrateur système Linux, c'est parce que ça va travailler sur un environnement Linux. Donc, allez vous renseigner sur, bah, dans cet environnement Linux, quels sont les fondamentaux qu'on demande. Et donc, orienter son CV, donc propre, comme je le fais moi avec les gens, dans mon accompagnement, c'est voilà, phrase au début de votre profil qui explique en fait ce que vous savez faire en fait. Et donc ça, bah, si vous êtes un DevOps par exemple, bah, vous allez marquer qu'en gros voilà, votre but c'est de faire en sorte que l'infra soit sans interruption et que bah, vous facilitez le travail des développeurs et des autres collaborateurs au sein de l'entreprise, c'est votre objectif. Ok, là on se dit ok,
Moi, je cherche quelqu'un pour ça. Donc, je cherche quelqu'un qui va pouvoir, dans mon équipe, être un DevOps, qui va pouvoir, un DevOps. Et on sait qu'en règle générale, un DevOps, ça sert à ça. Donc, le mec, il se dit, ouais, il y a un truc. Ok, vous marquez pas DevOps, Nanani, Jenkins, toutes les technologies que vous avez en tête, et c'est tout. Entre guillemets, ça n'a pas de sens. Il y a des humains derrière qui lisent des CV. Ok, il y a des ATS, il y a des trucs technologiques, etc. Mais à la fin, vous allez vous retrouver devant un humain, même si on vous dit, ouais, il y a l'IA et tout ça. Non, la réalité, c'est qu'à la fin, c'est un humain. Et s'il n'y a pas de feeling, c'est mort. Il faut comprendre que le CV, c'est votre hameçon. Et vous devez raconter des histoires, ça je le dis tout le temps. Quand vous racontez votre CV, vous devez raconter une histoire. Et c'est votre histoire. Et c'est pour ça qu'en fait ça fait la différence. C'est parce que euh, on est tous différents. Et vu qu'on est différents, on n'a pas le même parcours. Maintenant, il faut savoir le valoriser. Ne vous dévalorisez pas. Quand vous racontez votre parcours dans votre CV, ça doit se sentir un petit peu, ok, je ne vous dis pas de raconter un roman, mais ça doit se sentir que ça doit être intriguant et intéresser la personne. Vous avez 4 5 lignes au début de votre CV pour exprimer qui vous êtes. Donc faites-le. Maintenant, vous ne racontez pas votre vie en disant que voilà, vous faites de la danse classique ou je sais pas. Non, racontez quelque chose qui est en lien avec l'entreprise et qui montre qu'en fait vous avez un parcours qui vous a amené là. Et on en revient à ce que je vous disais d'avant, positionnement, plan de carrière, etc. etc. En fait, tout ça, ça a une cohérence. Et ça se ressent dans le CV. Et ça, derrière, on va en arriver après, au discours en entretien. Je regarde juste rapidement si j'ai raté des trucs. Adapté à chaque offre, mots-clés ciblés, résultats concrets, cohérence avec le poste. Voilà, ça, on en a parlé. Donc là, on arrive à ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire discours en entretien. Donc, les faiblesses des discours, parce que je parle avec les personnes que j'accompagne et ils me font des retours. Et des fois, je leur demande même d'enregistrer leur entretien pour leur dire ça c'est nul, ça c'est pas bien, ok, ou ça c'est bien. Chronologie plate, pas d'intention claire, manque d'impact. Tout ce que je vous dis. Vous devez raconter votre histoire. Faut que, un peu comme un film, ça donne envie. Ok, je sais pas comment vous le dire, mais ça se travaille et je le fais avec les personnes. Et par rapport à quand on échange, je leur dis ça c'est nul, ça c'est bien, franchement ça c'est super. Et ça c'est propre à vous. Ok, il y a des choses que vous faites dans votre vie. Je sais pas, vous êtes bouché du jour au lendemain, vous avez arrêté, bam, vous êtes formé, boum, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là je voulais absolument faire ça, donc j'ai fait ça, ça se sent. Ok, un entretien ça se sent et ben on a envie de vous donner votre chance et on y va. Ok, pourtant si vous êtes là, oui alors j'ai fait ça, oui pourquoi vous avez fait ça? Bon, parce que je voulais chercher un travail et que j'en avais marre de ce que je faisais avant. Ah non, ça, en fait, le discours-là, personne va vous suivre là-dessus, en fait. Vous devez motiver les gens. Et après, faites l'inverse. C'est-à-dire, mettez-vous à la place du recruteur. Parce que vous, si vous êtes patron ou si vous êtes recruteur pour une boîte, vous allez prendre quelqu'un qui vous répond comme ça. Non, par contre, si quelqu'un vous raconte son histoire et vous dites, ouais, franchement, lui, il a un parcours de zinzin, ou il a un parcours qui me plaît bien, pas besoin d'avoir un parcours de fou, hein, vous n'allez pas chez Google. Mais par exemple, voilà, moi, j'ai fait ceci, je me suis formé. Par exemple, je vais parler de Chan dans ma dernière vidéo, qui a trouvé un job. Bah, dans son entretien, voilà, il m'a dit ce qu'il a dit et je pense qu'ils ont bien apprécié son parcours. Oui, il a commencé en avril, il s'est formé tout seul, il a demandé à ses parents aussi d'investir avec lui dans une formation en ligne pour apprendre l'informatique. Ensuite, il a vu que c'était un peu léger, donc il m'a contacté. Enfin, ça, il l'a pas dit, mais il a dit que c'était un peu léger. Et donc, bah, il s'est mis en freelance. Et donc, il a essayé de trouver des clients. Il a trouvé des clients qui étaient un peu bah, autour de lui, dans son entourage, pour dépanner les imprimantes, des choses comme ça. Puis dans une association, voilà, dans son entourage. Bref, bah, les gens, ils ont bien aimé. C'est une histoire. C'est l'histoire voilà, d'un mec de 22 ans qui essaie de bosser dans l'informatique. Ok, c'est pas James Bond, mais il y a un truc, ok? Vous n'êtes pas un numéro juste et ne venez pas répondre comme un robot en disant juste oui, non en entretien, d'accord? Et donc, comme je vous le disais, une intention claire et il faut que ça ait un impact. Donc, comme je viens de vous dire, vous avez une histoire, vous avez un impact. Et donc, le discours que vous devez avoir, c'est une histoire logique, des choix expliqués grâce à votre CV, méga super important. Comme je vous dis, ça, je passe beaucoup de temps dans l'accompagnement là-dessus. Certaines personnes ne comprennent pas. Après, ils comprennent pourquoi. Parce qu'en fait, c'est le cœur de tout. C'est le cœur aussi de ce que vous allez mettre dans le CV, ça va être ce que vous allez dire à l'oral. Et ça va être là-dessus qu'on va vous poser des questions en entretien. Et ça va être là-dessus que vous allez pouvoir répondre aussi en freelancing. Et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir vous présenter dans votre réseau, aux gens quand vous allez arriver en entreprise, dans les événements. Tout vient de comment vous allez travailler là-dessus. Et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 1 heure, ça se fait en 2 heures. Ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs itérations. Puis ça évolue avec le temps parce que votre carrière évolue, vous faites plus de réalisations, etc., etc. Ça prend du temps. C'est un peu comme si c'était votre journal intime de votre carrière. Ok, il faut le prendre comme ça. Quand vous faites un CV, vous le faites pour vous. Ok, vous ne le faites pas pour simplement pour trouver un job. C'est pour vous. Ok, c'est très très important. Je continue. J'aurais pas cru que la vidéo dure aussi longtemps, mais bah, on va terminer. On est là, on va terminer. Donc, volume de candidature. Pareil, faut pas sous-estimer. 10-20 candidatures, faut arrêter. Ok, les mecs qui me disent j'ai envoyé 10-20 CV ou ils me disent ouais, j'ai candidaté, je leur dis combien ils savent pas. Faut pas se foutre de ma gueule. Voilà, à un moment donné, il
Il faut envoyer du CV, ok, 10, enfin tout ce que vous pouvez, quoi. 150, 200, 300 tous les mois, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il faut renvoyer 10 000 CV si vous trouvez rien? Non. La stat, elle est simple. Vous envoyez 10 000 CV, c'est que votre CV, il est mal fait. C'est tout. Si vous n'avez pas beaucoup en termes de tracking, pas d'entretien ou pas beaucoup d'entretien, c'est que votre CV, il est mal fait. Le but du CV, c'est de décrocher des entretiens. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à travailler. La réalité, c'est simple, c'est qu'il faut faire beaucoup de candidatures, être régulier. Régulier, bah, c'est tous les jours. Et discipline, tous les jours. Voilà, tous les jours. Et au bon moment aussi. Ok. On n'envoie pas un CV à 3 heures du matin, dans son canapé, allongé ou je ne sais où. Ok, ça sert à rien. Preuve concrète. Ah ouais, il y a encore tout ça. Parce que dans les CV, on parle beaucoup des expériences, etc. Et là, je vais plutôt parler de différents points. Alors, manque de preuves réelles, pas de projet significatif, pas d'impact mesurable et pas de résultats chiffrés. Je m'explique. Dans les CV, quand vous présentez vos expériences, vous devez les présenter avec plusieurs informations. C'est-à-dire la date de votre expérience. euh, vous devez présenter le contexte, donc l'entreprise, pourquoi on vous a recruté, c'est quoi le but, quel est votre objectif dans cette entreprise, pardon, je vais me reprendre. Quel était en fait votre but? Pourquoi on vous a recruté dans cette équipe? Pourquoi on vous a mis là? Ok, c'était quoi votre taf? Ok. Et les résultats, qu'est-ce que vous avez apporté? Donc dans une ou deux phrases de présentation, vous mettez un contexte. Donc vous avez la date, vous avez le nom d'entreprise, vous mettez un contexte, c'est ce que je viens de vous dire, et ensuite vous mettez vos réalisations avec des verbes d'action et des chiffres, des choses mesurables. Même si c'est des choses bidons, voilà, je gérais 15 tickets par jour, j'avais le projet, j'ai travaillé sur un projet de migration Office 365, bref, vous mettez des choses concrètes. Pourquoi? Toujours mettre des choses en se disant, ok, on va me poser des questions dessus. Donc vous pouvez entre guillemets mentir, parce que moi c'est ce que je dis, vous pouvez mentir. Mentir, c'est pas le problème. C'est assumer son mensonge derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le but de mentir, c'est pas d'inventer. Le but de mentir, c'est d'arrondir les angles pour donner envie. Et ensuite, à l'oral, vous dites la vérité, vos réalisations. Et ensuite, c'est à votre interlocuteur de juger de ce que vous avez fait en fait. Donc entre ce que vous avez dit et ce que vous avez fait. Donc c'est pour ça que vous pouvez en rajouter, mais n'abusez pas, ok? Ne dites pas, je sais pas, oui j'ai participé, j'ai réalisé une migration entre Google et Amazon pour le service développement IA 2026 aux États-Unis, alors que vous habitez en Vendée, ok? N'inventez pas de trucs incohérents. Par contre, vous pouvez un peu arrondir et arranger ça à l'oral. Toujours en fait se dire que tout ce que je vais mettre dans mon CV, le but c'est qu'on pose des questions dessus à l'oral et que je sache quoi dire. Et que je sache le mettre en valeur. Toujours ça. Vraiment, ça c'est méga important et ça se travaille. Ok, ça se travaille par plein d'entretiens, des échanges, et peaufiner, enregistrer ce qu'on dit, et même chez soi, en fait, le travailler et le parler. Ça, voilà, je le fais avec les gens avec, qui j'accompagne, parce que peut-être que tout seul, ça peut être compliqué de le faire, mais quand vous avez quelqu'un qui vous force à le faire, qui vous dit de le faire, et qui vient écouter, et qui vous dit ça c'est bien, ça c'est de la merde, parce que c'est comme ça que moi je parle avec les gens, je leur fais pas perdre du temps, parce que je veux pas perdre du temps et je veux qu'ils aient des résultats. Bah vous le faites. Et après, bah, vous le faites tout seul, hein. Après, au bout d'un moment, vu que vous l'avez fait de votre côté, vous vous dites, bah, j'ai pas besoin de l'appeler. Voilà, moi, je te montrerai plus tard. Euh, Manque de preuves réelles, pas de résultats chiffrés. Donc ça, je vous expliquais concrètement. Projet sans valeur de marché. Ok. Projet personnel sans utilisateur. Tutoriel copié. Aucun besoin réel résolu. Aucun client. Aucun feedback externe. Exactement. Donc vous voyez quand on vous dit, non, ça c'est dans les reconversions ou les mecs qui vous disent sur Internet, faites un portfolio alors que vous sortez de formation, donc vous n'avez rien fait. Voilà. Faites, je sais pas moi, un home lab. Ok, d'accord, c'est bien de faire un home lab. Je dis pas que c'est pas bien. C'est bien pour vous. C'est bien d'en avoir un parce que vous allez pouvoir en parler. Ok. Mais en fait, si vous n'avez pas réalisé de choses pour des gens, euh, ça a peu de valeur. Ok. Ce qui est globalement, il y a un adage qui dit ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et ça, c'est gratuit en fait. Si vous le faites pour vous, c'est gratuit. En fait, c'est du hobby. On n'est pas dans le pro. Par contre, si vous faites ça pour une association, pour un voisin, pour un ami, pour un client, à vous de le tourner après en disant ouais, je l'ai fait pour un client. Même si c'était pour un ami, on n'en a rien à foutre. C'est juste le mot ami-client qui change. Ça change rien. Et derrière, si vous l'avez fait pour lui, c'est vous qui avez payé, si ça a été gratuit, etc. Mais vous l'avez vraiment fait. Donc vous pouvez parler avec à point et entre guillemets dire que c'est pas vrai. Enfin, pas dire que c'est vrai, mais que vous avez menti en disant que c'est un client, même si c'était un ami. Mais finalement, c'est un client. Elle est où la différence? Vous avez vous avez corrigé un problème pour quelqu'un. Que ça s'appelle un client ou un ami, c'est pareil. Enfin, de mon point de vue, après vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement, c'est comme ça que je la joue. Et je vous encourage à la jouer comme ça.
il vous faut des vraies réalisations. Pour deux choses. Un, pouvoir en parler avec appoint à l'oral. Et deux, pour vous. Parce qu'en fait, si vous faites ça, vous gagnez en confiance. Et en fait, si vous avez réalisé des choses pour des gens autres que vous-même, bah, vous allez vous mettre dans l'inconfort. Parce que vous allez vous exposer, vous sortez de formation, vous allez avoir des doutes. Et ça, en fait, vous gagnez des points quand vous le faites en vrai. Ok, quand vous réalisez vraiment des choses, vous arrivez en entretien, ça se sent. Il y a une énergie, ça se sent que vous avez vraiment fait des choses. Alors que quand vous arrivez, alors j'ai vu, vous avez fait ça. Oui, bah j'ai fait un tutoriel, j'ai fait ça. Alors c'était dans quel contexte? Bah j'ai suivi un tutoriel vidéo sur Udemy. Bah en fait, j'ai regardé, c'était un projet pendant ma formation. Tout le monde s'en fout. Pourtant, vous savez peut-être le faire, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir n'importe comment. Avoir les compétences, vous les avez en règle générale, les compétences techniques. Parce que voilà, je parle des débutants. Mais vous n'avez pas l'expérience. Bah, les expériences, il faut aller les chercher. Il ne faut pas attendre qu'on vous les donne. Ok? Il faut aller les chercher, et ça passe par ce que je viens de vous dire là. Un petit peu de culot, un peu de courage, et bah, on va chercher une expérience concrète, et après on gagne en confiance. Et quand on s'exprime à l'oral, ça se sent tout de suite. Dans l'entretien, on sent que vous êtes présent en fait. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui vient de sortir des études, que ce soit une formation ou des études classiques. Ok, donc pareil, voilà, je vous disais aucun feedback, etc. Vous pouvez demander des avis clients. Voilà, après derrière, on peut vous dire vous avez des références, oui, bah appelez mon ami ou appelez mon client, blablabla, il vous appelle, et voilà. Bref, vous avez du concret. Absence d'impact organisationnel, pas d'amélioration mesurable, pas d'optimisation documentée, pas de contribution stratégique, pas de problème business résolu. Ok, là, c'est ce que je vous ai dit. Je voudrais juste rajouter un truc pour les devs. Euh, Vous faites beaucoup de projets perso, c'est cool, mais en fait, bah, c'est difficile si vous n'avez pas de user. Donc, vous devez en fait faire une app pour un cas concret, avoir des vrais users. Même si ça vous coûte de l'argent, c'est votre problème. Ça peut vous coûter 50, 100 balles d'hébergement, d'outils peut-être, par mois. Mais vous devez réaliser des vrais trucs avec des vrais users. Voilà, dans le même sens que je viens de vous dire juste au-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est participer à l'open source. C'est-à-dire, pas besoin de faire des trucs de fou, hein. Vous pouvez tout simplement aller sur un projet, vous allez chercher des issues, ok, il y a des issues sur des projets où dans votre technologie, dans votre langage, et vous allez les corriger. Voilà, vous cherchez. C'est dur, hein, mais en fait, c'est ce qu'on va vous demander au taf. Donc, si vous faites ça, bah, pareil, vous pourrez le mettre en valeur. Il y a des échanges, il y a des traces, il y a un commit, hein, quand vous faites une pull request, bah, il y a une trace, vous pouvez l'envoyer, tac, vous avez vraiment travaillé, il y a un commit, ça a passé, ça a été validé, il y a le commit dans le GitLog, vous l'avez, vous envoyez un screenshot, bref, vous avez du concret. Ok, ça je parle pour les débutants. Allez corriger des issues sur les projets, entre guillemets, sur vos technos, quoi. Ça c'est un truc que vous pouvez faire. Je suis pas un expert là-dedans, je suis pas développeur, mais moi je l'ai déjà fait. Faites-le. C'est un truc que vous pouvez mettre en valeur dans un poste de développeur. Pour moi, c'est largement mieux que de faire un portfolio alors que vous avez aucune XP. D'accord? Absence de crédibilité externe, pas de témoignage client, pas de recommandation, pas de validation par tiers. C'est simple, vous avez de l'expérience. Il y en a plein chez vous, ils ont 10, enfin, plein qui ont 10, 15 ans d'expérience. Zéro avis sur LinkedIn. Je comprends pas. Vous avez 15 ans d'expérience et vous ne demandez pas d'avis sur LinkedIn de personnes avec qui vous allez travailler. Faites-le dès maintenant en fait. Vous perdez votre temps, faites-le dès maintenant. Et c'est simple, euh, ils le font et derrière vous le faites. Vous avez travaillé ensemble, vous avez bien bossé, vous avez réalisé des choses, mettez-vous en valeur. Arrêtez de perdre du temps, mettez-le en valeur. Et les gens, quand ils viennent sur votre profil, vous pouvez le mettre en valeur. Vous pouvez le dire, j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok. Ce qui crée une vraie preuve, voilà, comme je vous l'ai dit, résumé. Problème réel identifié. Donc il y a des vrais problèmes qui font chier les gens, hein, une entreprise, votre ami, votre client, vos voisins, on s'en fout. Vous les corrigez, vous savez expliquer la solution, vous avez des résultats mesurables parce que vous les avez réalisés, ok, j'ai résolu tel problème pour autant d'utilisateurs, pour telle ou telle personne, pour telle association, pour telle... bref, pour des gens en fait, pas chez vous en fait, des utilisateurs réels, un feedback concret, et vous avez un impact pour une organisation. Ok, le but c'est vraiment un, avoir de quoi parler, mais surtout d'avoir une énergie que vous allez mettre à l'oral quand vous ferez vos entretiens. Et que vous ne soyez pas comme ça, oui, non, d'accord, ok, non. Un entretien, c'est un échange. Il y a des allers-retours. Et vous venez pour résoudre le problème de quelqu'un. Même si vous êtes en CDI, moi j'ai peut-être l'abus entre guillemets avec le fait d'être freelance, mais dans les deux cas, venez avec cet état d'esprit de ok, c'est quoi votre problème? Ok, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, vous cherchez quoi? Pourquoi? Nani, c'est quoi? Ok, les questions, faut pas attendre la phrase, par exemple, dans l'entretien, un petit détail, faut pas attendre la fin de est-ce que vous avez des questions pour poser des questions. C'est un échange. Ok. C'est comme si vous, je sais pas moi, quand il y a un plombier qui vient chez vous, il attend pas en fait. Ok, vous appelez le plombier, il vous pose des questions. Oui, pourquoi ceci, c'est quand la fuite, depuis quand? Vous devez agir comme ça. Ça peut être dur quand on est débutant. C'est pour ça que je vous dis d'aller faire ça en fait, d'aller chercher des expériences concrètes parce que vous allez développer ces compétences, cette énergie, ce vocabulaire, ce discours. Et ça, c'est pas de la technique. Ça, c'est pas de la technique.
Ça, c'est du social. Et je vous invite à le faire. Je continue. Réseau. Voilà, réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je fais cette année. J'ai été toujours nul là-dessus. Je suis pas bon. Mais voilà, ça fait un an où je me suis dit, ok, je vais partager un peu ce que je fais et tout. LinkedIn, poster des trucs tous les jours. Euh, comment dire, parler avec des gens, connecter, demander des avis, comme je vous le disais. YouTube, si vous en avez le courage de partager ce que vous savez. Bref, là, je parle du réseau des réseaux sociaux parce que c'est entre guillemets accessible, hein, c'est derrière votre souris, hein, et votre clavier. Mais après, voilà, vous pouvez aller faire des meet-up, des meetings, voilà, ne pas refuser d'aller à des conférences, des choses comme ça. Franchement, moi, c'est un truc qui me donne de plus en plus envie. Bon, là, je viens de m'installer en Andorre, donc complicado, il faut que je vois ce qu'il y a ici. Mais quand je reviens en France ponctuellement ou si je pars en voyage ailleurs, c'est des choses que je vais faire parce que j'en ai fait récemment et j'ai apprécié. Donc là-dessus, je vais pas développer, je n'ai pas énormément d'expérience, mais les réseaux sociaux, c'est tout un sujet, encore une fois. LinkedIn, pareil, dans mon accompagnement, je vais faire j'ai pas fini, plein de choses à faire, mais j'ai un gros truc à faire sur LinkedIn parce que vu que je suis en plein dedans, j'ai collé plein de trucs et il faut que je puisse faire un truc dessus. Réseau, faut le développer. Mobilité, pareil. On est à combien? 45 minutes. Sportif. Euh, mobilité. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui se mettent des limites. Alors ça, la mobilité vient aussi avec la flexibilité et l'adaptation, mais je voulais mettre la mobilité. Il y a un problème. Moi, pour moi, c'est quelque chose de normal. Chan, dans ma dernière vidéo, c'est pareil, c'est quelque chose de normal. C'est la mobilité. Moi, pour moi, quand je suis dans une situation où je cherche quelque chose, ce qui m'importe, c'est d'avoir le résultat. Peu importe que ce soit à Paris, à Marseille, à Lyon, à Grenoble, je m'en fous. Où c'est, ou même à l'autre bout du monde. Si c'est ce que je veux, je vais y aller. Il y en a beaucoup qui se mettent des limites là-dessus. Alors, il y en a qui veulent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Eux, je peux rien leur dire parce que débrouille-toi en fait finalement. Donc en fait, tu n'as pas assez d'urgence dans ce que tu veux pour aller chercher ça et prioriser le fait de bouger, d'aller chercher ce que tu veux à rester où tu es. Ensuite, il y a ceux qui ont des problèmes, qui se disent oui, moi je peux pas parce que j'habite là, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai ma famille, je ne veux pas sacrifier ça. Pas de problème. Ne le sacrifie pas et donc tu as moins de chances. Voilà, de trouver ce que tu veux parce que si tu habites au fin fond d'un village, tu veux rester dans ta pampa, c'est toi. Le problème, c'est toi. Donc à ce moment-là, dans le marché, il est bouché. Non, le marché n'est pas bouché. Le marché, il s'adapte pas à toi, en fait. Ok. Si toi, tu veux un job dans tel domaine, dans telle condition, il faut aller le chercher. Ou il faut le construire. Donc trouve des clients. Va parler avec des gens. Va chercher des clients. Voilà. Tu vois, il y a des choses que tu dois faire. Donc pour moi, la mobilité, il faut l'avoir comme un tremplin à aller chercher ce que vous avez besoin. Mettre de l'argent de côté, on en revient aux finances. Si par exemple vous êtes dans ce cas-là, en fait, c'est pas grave. En fait, si pendant 3 6 mois vous bougez, que vous avez une mission payée à 600 500 balles la journée, et que voilà, au bout de 6 mois, vous allez pouvoir mettre 20 30 de côté, net, ok, à peu près. Et à ce moment-là, vous donnez du temps pour aller trouver une autre mission, full remote, etc., etc. En fait, c'est pas grave si c'est 6 mois, ok. Et vous devez faire ce genre de sacrifice pour vous donner la hargne et l'énergie d'aller chercher ce que vous voulez ou de le construire. Ok. Donc, la mobilité, vous devez être mobile. C'est impossible en fait de pas trouver de job si vous faites tout ce que je vous dis là, plus dans toute la France, et voire dans l'Europe, et voire dans le monde entier. Ça aussi, c'est une compétence qu'il faut développer, je vous le dis plein de fois. L'anglais. Développer l'anglais, vous verrez que ça vous ouvre beaucoup plus de portes, surtout si vous êtes jeune et que vous voulez bouger en tout cas. Pour ceux qui ne veulent pas bouger, pour ceux qui veulent se mettre plein de contraintes, tant pis, on va voir ça tout de suite. Là, on parle de flexibilité, voilà. Refus de poste intermédiaire, pardon, refus d'ajustement temporaire, refus de technologie demandée, exigences élevées malgré peu d'expérience, parce que ça aussi les mecs, ils sortent d'un bootcamp ou je sais pas quoi, ils veulent un TGM à 600 balles en DevOps. Non, en fait, ça marche pas comme ça, on vous paye pas pour vos beaux yeux, on vous paye parce que vous faites un truc pour l'entreprise. En fait, si vous apportez pas plus à l'entreprise, on vous prend pas. Il faut savoir que quand on prend un salarié de base, si on vous paye 1500 ou 2000 euros, on paye vos charges et tout, donc ça coûte à l'entreprise 3800 balles, c'est que vous apportez beaucoup plus. Ok, c'est que vous apportez à minima 6-10K à l'entreprise, minimum, hein, des fois c'est beaucoup plus. Donc, c'est pas le monde des bisounours, ok, même si on veut vous le dire, voilà, baby-foot, tout ça, on est ensemble, on est une famille, ok, non, c'est pas le monde des bisounours. L'entrepreneuriat, entre guillemets, les entreprises, le monde pro, c'est faire du chiffre. Et si la boîte fait pas de chiffre, on peut pas vous payer. Et donc, si on peut pas vous payer, on va pas vous prendre. Et si vous rapportez pas plus, on va pas vous prendre. Donc, on s'adapte. C'est à nous de s'adapter. Ok.
Donc, ce que j'ai mis, principe fondamental. En difficulté, on s'adapte au marché. Le marché ne s'adapte pas à toi. Et on adapte son plan à sa situation actuelle. Ok. On fait un plan. Le plan, ça ne veut pas dire qu'il va se passer comme prévu. C'est comme tout projet. On met en place un projet. Le projet ne se passe jamais comme il doit se passer. Par contre, on l'ajuste pour aller chercher ce qu'on voulait. Ça ne change pas. Le résultat, on ne change pas. Par contre, on ajuste le chemin, on ajuste les obstacles, on trouve des solutions et on va le chercher. Ok. On garde un plan. Et il faut faire des plans et l'adapter. Et donc, ce que je disais, adaptation intelligente, ajuster son positionnement, ce que je vous disais tout au début, se former sur les besoins réels, effectivement, au fur et à mesure, on peut divaguer, mais après, il faut quand même s'adapter au marché et ce qui est demandé, ok, en termes de technologie, en termes de ce qui paye le mieux et le plus accessible pour notre position. Accepter des postes tremplins et, voilà, je l'ai marqué aussi, construire avant d'exiger. Voilà, moi, full remote, tout ça, je l'ai pas exigé. Moi, j'ai fait ce que je voulais, j'ai construit ce que je voulais, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos. Bam bam, j'ai voulu voyager et ça m'est tombé dessus, entre guillemets. On m'a dit non, mais il n'y a pas de souci, tu peux continuer, ça se passe super bien, tu peux continuer. Ok, il n'y a pas de poste comme ça, on va arriver, bonjour, oui, tiens, full remote, nanani, petit café, détente, et puis fais pas beaucoup de boulot. Non, vous devez aller le chercher et vous le construire. Dernière chose, marché et concurrence, suivre la masse. Ouais, ça, effectivement, ça, c'est beaucoup pour les devs. Technologie saturée, même cible que tout le monde. Bon, c'est un truc un peu classique aussi que j'ai mis, mais qui peut avoir de l'impact. C'est le fait que, voilà, vous faites quelque chose de basique. Comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas, vous faites du JavaScript, du React, par exemple, super à la mode, d'un niveau moyen. Vous n'êtes pas vraiment spécialisé. Bon, bah, grosse concurrence. Tout le monde a fait du React ces dernières années. Ça peut être compliqué. Mais là, c'est corrigeable. On apprend une technologie, comme je vous l'ai dit, en 2 3 mois. On va prendre un autre langage, boum boum, et on commence à candidater en parallèle, et on voit ce que ça dit, etc. etc. Pareil, ça, je le fais. avec Les gens que j'accompagne. Stratégie intelligente, niche moins ceinturée, compétences différenciantes, angle spécifique. Ok. Donc, je vais arriver ici à la conclusion, parce que là, on a fait 51 minutes. Je pense qu'en plus, j'ai parlé super vite, comme je le fais d'habitude. Je vais remettre ça, par exemple. Et hop. Voilà. Donc là, on a tous les points. Donc la conclusion, c'est que si vous tenez compte de tout ce que je viens de vous dire, et il y a d'autres choses potentiellement à dire, il y a tellement de choses, je ne peux pas en fait en 50 minutes vous donner toutes les pistes et tous les angles des problématiques possibles. Il y en a probablement d'autres, mais là je pense que j'ai fait quand même un gros tour du sujet. Le problème, il est souvent dans la stratégie, dans votre situation actuelle. Donc faites un constat, comme je vous le dis. Constatez où est-ce que vous en êtes. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, essayez d'évaluer dans quelle chose vous vous retrouvez. D'accord. Donc vous devez faire un diagnostic honnête. Honnête, ça veut dire, ok, là je suis bon, là je suis pas bon, là je suis nul, là je suis bien. Ok. Honnête, ça veut pas dire se critiquer gratuitement, voilà, culpabiliser, et ça veut pas dire non plus se mentir à soi-même. Honnête, là je suis nul, là je suis bon. On fait pas de chipotage avec les... Voilà, on n'adoucit pas les mots, atténuer les choses, tous ces trucs-là, non, non. On tranche, faut trancher. Vous voulez avancer, faut trancher. Donc vous faites ça. Ensuite, après cette analyse, vous déterminez ce que vous devez faire. Là, je vous ai dit plein de choses. Globalement, pour moi, en règle générale, on est dans le cœur du truc, c'est positionnement, CV, roadmap. Ok, positionnement, CV, roadmap. Ça, c'est vraiment le cœur du truc. Après, ça s'améliore. Mais ça, c'est vraiment le plus gros du boulot. On peut y passer du temps. Probablement, je dirais positionnement, CV, roadmap, 10, 10-15 jours. Sous-estimez pas un positionnement, le CV, roadmap. C'est voilà, pour avoir une bonne note. Mais 15 jours par rapport à une formation de 9 mois, par rapport à 50 diplômes, c'est rien. Vous faites ça, normalement vous avez de quoi bosser et aller chercher tout le reste, trouver un job en 6 mois, pour moi c'est faisable. Évolution continue indispensable, oui, on s'endort pas. Ok, alors il y en a un, il m'a mis sur un commentaire sur LinkedIn, parce que j'ai fait un post qui a bien marché où j'ai parlé du fait que le poste de technicien support, c'est le meilleur poste pour démarrer et qu'on peut faire ce qu'on veut après dans l'informatique. On peut faire DevOps, admin système, travailler dans la cybersécurité, développeur, tous les postes dans l'informatique technique avec évolution. On peut commencer par technicien support. Et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de compétences techniques de fou au début. Ok. Je n'enjolive pas la chose. J'ai vu plein de profils qui ont commencé comme ça, qui sont devenus tous les profils que je vous ai dit. Vous pouvez vous renseigner, je n'invente rien, c'est pas pour vendre mon truc ou j'en sais rien. Faites vos devoirs, renseignez-vous, vous le verrez. C'est le truc le plus accessible, le plus simple et qui vous permet d'évoluer techniquement et socialement. En plus, c'est pas comme le dev vous êtes derrière votre PC tout seul au début. Après, ok, dans la réunion, tout ça, vous parlez avec d'autres tech, mais sinon, support, bah, très vite, vous êtes confronté aux clients, aux utilisateurs, donc vous développez des compétences adjacentes social et vous bossez aussi avec différentes parties de l'organisation. Vous parlez avec le management, la direction, la comptabilité. Donc ça vous donne aussi un aspect
une big picture de comment un business tourne. Ok. Donc voilà, je disais ça. Et donc, quand j'ai fait ce post-là, il y a un mec qui m'a dit, bah, et j'ai dit que ceux qui galéraient le plus en support, c'est ceux qui restent au même endroit en fait, et qui s'endorment dans le support pendant 10-15 ans. Et il y a un mec qui m'a dit, ah bah, merci pour ceux qui, euh, qui aiment bien le support et qui y restent. Bah, merci à eux, j'ai envie de lui dire. Tu veux rester, donc ça t'impacte pas, ce que je viens de dire ne t'impacte pas. C'est parce que tu t'en fous. Si tu t'en fous d'évoluer, d'aller chercher un autre taf, de gagner plus d'argent, d'évoluer en fait. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas évoluer, bah, grand bien t'en fasse. Reste de ton côté, fais ce que tu as à faire, mais je critique pas ces gens-là. Si vous voulez rester dans cette position-là, et que, encore une fois, les discours, on peut toujours les amener où on veut. T'as 55 ans, tu veux juste un job, pépère, tranquille, dans l'IT, et tu veux pas te casser la tête, et tu veux parler avec des gens et résoudre des problèmes, et ça te satisfait personnellement, je comprends. T'as 20 ans, tu veux rester 30 ans dans le support, personnellement, je comprends pas, mais c'est mon avis. Normalement, as 20 ans, tu as des choses à construire, tu veux voyager, tu veux aller voir, enfin, tu as des ambitions, tu vois. C'est compliqué de pas avoir. T'es jeune, t'as pas d'ambition. Je connais pas de jeunes autour de moi qui me dit pas j'ai envie d'eux. Ok, ok, t'as un ancien, tu me dis ouais, non mais moi ça y est, j'ai fait, ça je l'entends. Mais 20 ans, non. Donc moi je parle globalement à tout ça, 20, 30, 40, que des gens qui ont des ambitions qui veulent réaliser. Donc non, tu ne peux pas te permettre de ne pas évoluer ou de ne pas avoir cette envie d'évoluer. Tu dois avoir envie, mais encore plus avoir un plan. On en revient à ce que je dis, avoir un plan. Donc l'évolution continue est indispensable pour ma part. Pour tout ce qui est discours, etc., on dit des choses qui ont un impact réel. Ok, les projets que vous avez fait perso, c'est cool, mais il faut avoir des vrais impacts. Donc je vous invite à faire des projets plutôt pour les autres, pas pour vous. Ok, ça, bah, comme je l'ai appelé, c'est des projets avec impact réel et que c'est supérieur aux projets décoratifs. Comme ça que je les ai appelés, je suis désolé, mais vous pouvez le constater en fait, toutes les personnes qui m'ont envoyé des projets perso, dites-moi s'il y en a un qui a eu un impact de fou. Un projet perso, ça veut pas dire que je fais un truc dans mon coin. Un projet perso, c'est je fais quelque chose en termes qui a un impact quand même. Je monte un business, je fais un SaaS, je monte un serveur pour, je sais pas moi, mettre à disposition un générateur de signatures pour je sais pas quoi, telle ou telle organisation, ou pour je sais pas moi, un hôpital, tu peux faire ça. Tu te mets en freelance, tu vas, tu contactes et tu y vas. Mais tu le fais en vrai. Et ça, en fait, c'est un vrai impact. Ça, que ce soit pour l'entreprise ou pour vous, c'est un vrai impact. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, on va pas repartir là-dedans. Mais voilà la différence entre un projet décoratif et un impact réel. Ensuite, il faut savoir s'adapter et pas être rigide. Ce que je vous expliquais quand je vous parlais de la mobilité et de la flexibilité. Si vous voulez trouver des choses, bah, allez chercher les choses comme elles sont. Essayez pas de les vouloir comme vous les voulez dans votre tête. En fait, l'univers va pas s'adapter à vous. Je vous l'apprends peut-être, mais c'est la réalité. Et dernière chose, avec tout ce plan que je viens de vous donner, il faut une stratégie et on laisse pas les choses au hasard. On se réveille pas le matin en disant ouais je veux ça. Ok, je veux ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais un plan et aujourd'hui on a tous les outils pour. Vous avez l'IA, vous avez Internet, vous avez YouTube, vous avez des personnes qui travaillent dans le domaine. Vous m'avez, moi en tout cas pour là-dessus informatique, vous pouvez me contacter moi. Bref, il vous faut une stratégie, il vous faut un plan. Ok, vous pouvez le faire solo, tant mieux, faites-le solo. Si vous voulez que je vous aide, venez en description, contactez-moi et on échange. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là et bravo à vous si vous avez tenu jusqu'ici. Je vous souhaite de trouver ce que vous voulez et à bientôt. Ciao.